Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène énergétique qui a récemment mis l'Allemagne sous tension, le Dunkelflaute, ce terme allemand que l'on pourrait traduire par sécheresse énergétique, décrit une situation où les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien sont mis en difficulté par des conditions météorologiques défavorables, provoquant des tensions sur le réseau électrique. Avec Arnaud, ingénieur et expert en énergie, Aurélien va décrypter cette problématique. Comment ce phénomène impacte-t-il l'équilibre fragile entre l'offre et la demande électrique? Quelles solutions ont été mises en œuvre en Allemagne pour y faire face? Et quelles sont les leçons pour l'avenir du mix énergétique européen? Restez avec nous pour un échange clair et pédagogique sur ces enjeux majeurs. Et oui, bonjour Marc, on se retrouve pour un dossier sur un sujet passionnant que m'avait transmis Anthony Girardin, qui avait fait des dossiers avec nous et qui est un passionné d'énergie. Et donc, fin de l'année dernière, fin 2024, on a vu apparaître dans la presse des articles concernant un phénomène qu'on appelle en allemand le Dunkelflaute, qui est la sécheresse énergétique, et où l'Allemagne a été impactée par ce phénomène-là. Et pour décrypter ça et expliquer ça de manière la plus simple, la plus pédagogique possible, j'ai invité Arnaud Grandjean. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud, tu es ingénieur en procédés à la base, et tu as fait une thèse de doctorat sur l'évolution des consommations des ménages, une thèse très prospective sur l'évolution de la consommation électrique des ménages dans les années et dans les décennies à venir, en fonction des nouveaux usages. Et donc dans ce cadre-là, tu travailles encore dans l'énergie, et tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Dunkelflaute que les Allemands ont subi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors Aurélien, effectivement, ce phénomène de Dunkelflaute, de sécheresse énergétique ou de marasme sombre, hein, si on pousse le bouchon vers le côté sombre, tout à fait, c'est finalement des conditions météorologiques qui sont défavorables au parc énergétique, parc de production d'électricité allemand en l'occurrence, qui de plus en plus s'appuie sur des sources d'énergie renouvelable intermittentes que sont l'éolien et le solaire. Et donc, courant novembre et décembre, l'Allemagne a connu des périodes assez longues de temps couvert sans vent, ce qui fait que dans son productible énergétique, une grande partie de ses sources étaient indisponibles, et donc des tensions sur l'équilibre offre-demande au sein du réseau électrique allemand. Et comme le réseau électrique allemand est interconnecté avec d'autres pays à l'échelle européenne, des répercussions au-delà de ses frontières. Voilà, donc clairement, il y avait une grosse tension sur la demande électrique en Allemagne au mois de novembre-décembre. Et donc, du coup, comment ils ont fait pour s'en sortir, et quelles ont été les conséquences? Et puis, on reviendra sur les principes juste après. Alors, l'idée, pour revenir à cette histoire d'équilibre offre-demande, il faut se rappeler de deux choses, deux caractères principaux de l'électricité. D'une part, à l'état naturel, elle n'est pas présente dans des conditions et dans des quantités qui sont utilisables par l'homme, donc on met de côté les ressources issues par exemple des éclairs ou des forces de l'infiniment petit. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que elle n'est pas stockable à large échelle, c'est-à-dire que on a des moyens, en tous les cas pas stockable à large échelle de manière économique. On sait la stocker, notamment la meilleure manière de stocker l'électricité, c'est dans les barrages hydrauliques, mais par contre c'est en quantité limitée. Par exemple, pour la France, l'ordre de grandeur de nos capacités de stockage d'électricité au travers de l'ensemble des barrages électriques en France, c'est à peu près 3 jours de consommation nationale, versus la capacité de stockage de gaz, par exemple, dans des cavités souterraines, où là, c'est plutôt 3 mois. D'où l'intérêt pour l'électricité d'équilibrer en permanence la production et la consommation, et c'est ça qu'on appelle l'équilibre offre-demande. Il faut assurer à chaque instant une production égale à la demande, et ça se voit au travers de la fréquence du réseau qui doit être égale toujours à 50 Hz. Très bien. Donc en fait, un producteur d'électricité qui soit français, allemand ou n'importe où, il doit toujours quelque part anticiper les pics de froid,
la vie des gens, grosso modo, pour équilibrer et faire en sorte que il ait toujours de l'électricité à fournir. Et donc, l'Allemagne s'est retrouvée en panne, quelque part. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ils en achètent à l'étranger, il se passe quoi? Ah oui, tout à fait. Donc, pour revenir juste un tout petit peu en arrière par rapport au terme de Dunkelflaute, etc., c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau et c'était anticipé. Enfin, dans les exercices prospectifs du début des années 2000, dès lors que les choix politiques des différents pays, en l'occurrence l'Allemagne, qui a décidé de faire son tournant énergétique, die Energiewende, s'attendait forcément à avoir potentiellement des difficultés ou en tous les cas à réfléchir à comment pallier ces épisodes météorologiques qui sont défavorables si le système électrique allemand venait à être fondé, en tous les cas appuyé très largement sur les éoliennes, les panneaux PV. Donc, pour équilibrer l'offre-demande, il faut s'appuyer sur des centrales qui sont pilotables. Et donc, ça, c'est ce qu'a tous les pays, que ce soit des centrales à charbon, à gaz, nucléaire, hydraulique avec une retenue, etc. Donc finalement des moyens de production qui s'appuient sur des sources de stock à l'opposé de sources de production qui s'appuient sur un flux. Donc par exemple l'hydraulique file de l'eau, donc c'est-à-dire des barrages sur des fleuves, et donc là ils vont turbiner en permanence, il n'y a pas moyen de diminuer la production, et la production est proportionnelle au débit. Et les centrales solaires, photovoltaïques ou éoliennes, donc ça qui s'appuie sur les ressources naturelles qui produisent l'électricité. Donc il y a ce parc-là qu'il faut adapter pour faire en sorte que l'équilibre offre-demande soit assuré. Au-delà des moyens de production, on peut appuyer sur la demande et plus particulièrement essayer d'orienter la demande là où il y a de la production et chasser la demande de là où il y a des creux de production. Et donc ça, c'est quelque chose d'aussi très ancien, puisque en France, par exemple, la tarification heure pleine, heure creuse, sur laquelle s'appuie le déclenchement des chauffe-eau électriques français, c'est pour assurer une continuité de demande la nuit, donc là où les gens dorment et donc consomment moins d'électricité, et pour que le parc français continue à produire et donc avoir des usages qui se répartissent tout au long de la journée. Et donc si on revient à notre cas allemand, donc au-delà d'empiler tous les moyens de production disponibles, donc là en l'occurrence il y avait potentiellement des manques, il a fallu jouer sur la demande. Et donc un des gros leviers de diminution rapide et contractuelle de la demande, ça passe par des évassements industriels. Et donc ça, c'est ça qui peut expliquer les pics de prix sur lesquels on pourra en revenir. Donc pics de prix qu'a connu l'Allemagne pendant ces périodes de Dunkelflaute. Et donc ça, c'est un contrat entre un fournisseur et un industriel qui stipule que l'industriel doit arrêter de produire, donc arrêter d'utiliser l'électricité issue du réseau, sur décision de l'opérateur de gestionnaire de l'équilibre offre-demande, et en l'occurrence en France c'est RTE, le réseau de transport d'électricité. En Allemagne il y a 4 réseaux de transport d'électricité, 4 opérateurs de réseau suivant les zones géographiques. Donc ces industriels ont été amenés très certainement à couper leur production, et donc ça c'est plusieurs potentiellement centaines de mégawatts, voire des gigawatts qui sont effacés, donc des consommations qui s'arrêtent sur décision du gestionnaire du réseau de transport. Ça veut dire aussi de l'économie qui s'arrête du coup. Tout à fait. Alors c'est un contrat, donc l'industriel s'engage à s'effacer contre une rémunération. Alors soit il arrête effectivement ses lignes de production, soit il s'appuie sur potentiellement des systèmes de stockage ou des groupes diesel par exemple qu'il aurait sur ses sites de production. Donc on peut imaginer que l'arrêt de la production n'est pas forcément total. Oui. Voilà, après c'est du cas par cas. C'est un mode dégradé, mais ok. C'est ça.
Et donc, au-delà de jouer sur l'offre, jouer sur la demande, il y a aussi des possibilités de faire appel aux pays voisins au travers des interconnexions. Donc, il y a des capacités, donc des lignes de transport qui passent entre les différents pays au niveau européen. On appelle l'Europe la plaque de cuivre parce que les pays sont plutôt bien interconnectés comparativement aux États-Unis où le réseau est très très maillé, où il y a différents marchés, etc. En Europe, il y a quand même une solidarité européenne qui existe. Et donc là, typiquement, l'Allemagne a fait appel à ses voisins, comme nous, Français, pouvons faire appel à nos voisins lorsqu'on a des pics de consommation, et notamment lors des pics historiques qui, pour nous, parc français, correspond à une demande, un pic de demande le soir, un soir d'hiver très froid. D'accord. Et donc, c'est un petit peu le titre de l'article qu'on vous a mis en lien, qui parle justement de ces prix. Alors, c'est peut-être des achats à la marge, mais de prix du kilowattheure qui ont été multipliés par 4, 5, 6 peut-être, voire plus. Ça, c'est le prix des kilowattheures que l'Allemagne a acheté en Norvège, aux Pays-Bas. Et ça fait aussi monter le prix de l'énergie dans ces pays-là, dans les pays importateurs. Tu peux nous expliquer un peu ce mécanisme-là ? Alors rapidement, donc comme les prix dont on parle là, ce sont les prix spot. Donc c'est les prix qui sont calculés la veille pour livraison le lendemain. Donc les opérateurs... Les opérateurs gestionnaires de réseau empilent toute la connaissance qu'ils ont et font des prévisions de demande. Donc ils ont des prévisions d'offres, donc de production, des prévisions de demande, et ils voient où si l'offre égale la demande ou pas. Et donc on appelle ça le merit order, donc ou l'ordre de préséance économique. On va empiler les moyens de production par ordre croissant de coût marginal. Donc très économiquement parlant, on va d'abord faire fonctionner les centrales pour lesquelles le coût marginal est nul. Donc là, par exemple, on pense par exemple à l'hydraulique fil de l'eau. C'est l'eau, jusqu'à preuve du contraire, est gratuite, et donc tu produis de l'électricité à coût marginal très très faible, voire nul. Ensuite, on a toutes les énergies de type renouvelable, donc éolien, solaire, quand elles produisent. Ensuite, on a des centrales de base donc qui fonctionnent quasiment toute l'année avec des coûts marginaux faibles. On pense par exemple au nucléaire, au charbon, au gaz lorsque les prix de ces combustibles étaient bas et le prix de la tonne de CO2 également bas. Et après, on empile sur des moyens plus de pointe, type des turbines à combustion. Donc ça, c'est comme des moteurs d'avion. Et ensuite, les effacements industriels, etc., etc. Globalement, le coût marginal de production, c'est directement proportionnel au prix du combustible qu'on met à l'intérieur d'une centrale. Donc, avant la guerre en Ukraine, le prix du gaz, par exemple, était autour de 20 € du mégawattheure. Une centrale gaz, grosso modo, si on prend un cycle combiné gaz, c'est de l'ordre de 50% de rendement. Et on rajoute à ça le prix de la tonne de CO2 compte tenu du coefficient d'émission de CO2 par kilowattheure produit. Et donc, grosso modo, si on fait 20 € du mégawattheure de gaz divisé par le rendement, on arrive à 40 € du mégawattheure d'élec plus la tonne de CO2. Une centrale gaz, c'est à peu près 500 grammes de CO2 par kilowattheure, donc on rajoute un demi-prix de tonne de CO2. Donc on était autour de 50, 60, 70 € du mégawattheure, disons. C'était un prix classique, et donc là quand on arrive à 1000, on est à x10 sans problème. Mais c'est aussi parce que ces offres d'effacement industriel, c'est quelque chose un peu d'ultime recours, et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de premium qui indique la tension aussi sur le réseau électrique, et donc c'est économiquement justifié que ces prix atteignent de tels sommets. Ça veut dire que toutes les solutions moins chères auront été activées auparavant. Oui, c'est vraiment... c'est comme quand vous achetez du gazole sur l'autoroute, c'est que vous n'avez pas eu l'occasion de faire le plein avant. Voilà, exactement. C'est un peu le parallèle.
Donc, on a évoqué là, cette tension-là, qui est donc liée au passage de l'Allemagne du nucléaire, puisqu'ils ont arrêté leur centrale, à des systèmes renouvelables, éoliens. Est-ce que aujourd'hui, ils persistent dans cette voie-là, c'est-à-dire dans la voie de plus en plus renouvelable? Alors, est-ce qu'ils pourraient faire marche arrière? Donc c'est décision politique, donc je juge pas le choix de l'Allemagne, mais ce qui est certain, c'est que au début des années 2000, il s'était posé la question de sortir du nucléaire à moyen terme. Avec l'accident de Fukushima, ça s'est accéléré, et donc effectivement ils sont finis de produire avec leur centrale nucléaire en courant 2023. En parallèle, suite à l'accord de Paris et à l'injonction de l'Agence internationale de l'énergie auprès des économies développées d'arriver à ce que les mix électriques de ces pays développés soient neutres en carbone le plus tôt possible, et concrètement aux horizons de 2035, l'Allemagne a fait également le choix de sortir définitivement du charbon au plus tard en 2038 pour certaines centrales déjà et acteurs déjà dès 2030. Donc l'Allemagne, depuis 2000 finalement, perd des centrales qu'on appelle pilotables, donc des centrales, comme on disait, qui s'appuient sur des énergies de stock, donc centrales charbon, centrales nucléaires, et les substituent, les remplace par un certain nombre d'éoliennes de panneaux PV. À fin 24, 50% de l'électricité allemande, c'était l'ordre de grandeur, provenait de ce type d'énergie. En plus de ça, il y avait de la biomasse, de l'hydroélectricité, du gaz et encore du charbon pour une part relative. L'Allemagne va poursuivre cet élan avec une volonté d'arriver in fine à autour de 80% d'énergie renouvelable. Donc va perdre potentiellement, en tous les cas, ces centrales charbon, et il faudra pour elle s'appuyer sur de nouveaux moyens pilotables et flexibles. Donc on pense notamment au cycle combiné à gaz. Il y a un appel d'offres qui a été lancé début d'année pour plusieurs dizaines de gigawatts de centrales gaz, donc c'est des unités très conséquentes, enfin en tout cas des volumes très conséquents. Ces centrales, elles vont dans les premiers temps fonctionner au gaz naturel, peut-être potentiellement et de plus en plus avec de l'hydrogène pour se décarboner. Une autre manière de les décarboner, c'est le CCS, la capture et le stockage de CO2. Donc c'est un autre procédé qui peut arriver. On peut imaginer également que l'Allemagne, c'est déjà en cours, s'appuiera de plus en plus sur des batteries qu'elle va intégrer au réseau en adjonction des moyens renouvelables pour assurer justement cet équilibre offre-demande. Et à cela s'ajoute potentiellement l'augmentation des capacités d'interconnexion avec les autres pays frontaliers et également un réseau de transport plus performant au sein de l'Allemagne, puisqu'il y a des goulets d'étranglement entre le nord et le sud, le nord étant producteur d'électricité avec tous les parcs offshore notamment, et le sud étant plutôt consommateur avec tous les sites industriels de Bavière et autres. Ouais, l'automobile et tout ça. Écoute, c'est vraiment ces sujets passionnants. On voit que c'est techniquement passionnant. Que les problématiques sont là, les enjeux sont là, et donc on voulait vraiment dans ce dossier essayer d'expliquer le concept, de faire de la vulgarisation. En aucun cas, ne prenez ce qu'on a dit comme un avis politique ou sur les choix de l'Allemagne. C'est vraiment du didactique qu'on a voulu faire. Donc merci beaucoup Arnaud pour ces éclairages. Si vous souhaitez qu'on réintervienne sur ces sujets, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. On se fera une joie de réexpliquer ces concepts-là ou d'autres sur en tous les cas le transport et la production, le transport et la consommation de l'énergie électrique. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi et bonne journée à toutes. À bientôt. Voilà, c'était complet, comme l'a dit Aurélien, mais il y a certainement encore plein de choses à en dire. N'hésitez pas à partager ce hors-série, à le commenter également si vous le désirez, et peut-être ajouter votre petite touche et vos informations personnelles sur le sujet. On se dit à très bientôt. Au revoir.